Bonsoir à tous. Salut. Les habitués, donc Ronan, Bonsoir. Nicolas, les nouveaux, Noémie et Eric. Alors Noémie alias Noé FCD et Eric Riri Lep. Voilà. Comme d'habitude, on va commencer par une petite présentation. Comme ça, les gens qui ne nous connaissent pas sauront à qui ils ont affaire. On va commencer par Noémie. On a Rofi, c'est ça? Exactement. Non, donc Noémie, dans l'équipe, c'est par Joran que j'ai rejoint, enfin sur Virtual Regatta, même si ça me faisait déjà de l'œil depuis un petit peu de temps. Et au niveau du corps d'armes, je suis en gendarmerie. D'accord. C'est ta première grande compétition sur Virtual Regatta ou tu Oui, participes depuis longtemps? non, c'est la première fois que je m'inscris, j'avais déjà vu et j'avais pas, enfin, sauté le pas de me dire, allez, je me lance dessus, parce que j'avais un peu peur que ce soit un peu long. Et puis en fait, ça se fait bien et on se rend plutôt même bien au jeu à aller vérifier régulièrement. Surtout que j'avais pas compris les waypoints au début, donc je faisais les manœuvres à chaque fois en me réveillant. Donc c'est pas la bonne idée. Ok. Donc, premier Vendée Globe pour toi aussi. Yes. Merci. Eric, à toi. Oui, moi je suis à Brest. Je suis un ancien marin d'il y a longtemps. J'ai déjà une deuxième vie professionnelle à mon actif là. Dans la marine, j'étais météorologiste Oh, et Super. j'ai quitté en 2003. Voilà, je me suis recyclé dans l'informatique et puis j'ai rejoint le club de la marine cette année puisque j'ai acheté un bateau. Là, j'ai cédé à mes envies de il y a longtemps et donc j'ai rejoint le club et puis c'est Peric là qui m'a embauché. Sur Virtual Regatta, je joue, c'est mon troisième Vendée Globe, je joue depuis 2012. J'ai été très assidu avec le confinement, là j'ai repris beaucoup de courses, donc j'ai réussi à faire monter mon classement pas trop mal. Et puis voilà. très bien, merci. Ronan, tu t'étais déjà un peu présenté la dernière fois, mais Ouais, on t'écoute. bonsoir à tous. Moi, je suis de Brest aussi, je suis voisin à Eric. Je suis au Club nautique de la Marine aussi depuis pas mal d'années. Je navigue beaucoup sous la houlette de Périg, qui nous fait bien morfler et comme ça on progresse, on progresse. Donc, je suis un ancien marin. J'ai pris ma retraite après 41 ans de service l'année dernière. Et je continue, je fais réserviste, donc je suis instructeur pour l'instant là, à la Force d'Action Navale. Et on attend avec impatience la réouverture du club nautique pour pouvoir retourner sur l'eau parce que là, ça commence à manquer. Le virtuel, c'est super, mais voilà, quoi. On aimerait bien pouvoir aller sur l'eau, même dans des conditions dantesques comme maintenant, parce que ça décoiffe à Brest. Là. J'en suis à mon troisième Vendée Globe voilà, j'essaye de coller à la tête. C'est pas facile, c'est pas facile. Très bien, merci Ronan. Nicolas, Euh, moi, je suis gendarme mobile à Saint-Nazaire, originaire du Morbihan. Je suis un ancien moniteur de voile. Au niveau Vendée Globe, Virtual Regatta, j'en avais fait un, j'ai fait le Jules Verne en 2008 ou 2009. Et après, j'avais complètement arrêté. Donc là, j'ai repris avec Joran. Je fais partie du coup de la Ligue Voile Gendarmerie. Et puis voilà, tout simplement. merci Nicolas. Et donc moi, je suis de l'armée de terre, je suis à Mülheim en Allemagne et je suis le conseiller technique sportif national e-sport pour la FCD. Euh, avec Périg, on a mis en place, enfin c'est surtout Périg qui a tout fait, qui a rassemblé toute cette belle communauté pour mon premier Vendée Globe, parce que pour moi c'est une première. Et puis voilà, donc je suis un grand néophyte comme Noémie. Voilà. Et on peut commencer. Alors, on ne s'est pas vu depuis un petit moment. La dernière fois, c'était il y a 2 semaines, je crois. Il y a deux ou 3 semaines. Je disais tout à l'heure en aparté, bon, on a aussi nos petites avaries personnelles, des petits soucis dans la vie quotidienne. Ça peut être une bonne grippe, heureusement pas de Covid. Ça peut être un incident à la maison. Il y a plein de choses qui peuvent nous perturber. Et donc, on n'a pas pu enregistrer d'émission les derniers temps. Mais bon, ça ne nous a pas empêché d'être très actifs. Vous avez été très actifs, en tout cas sur le Discord. Hein. J'ai suivi ça de temps en temps. Quand je me levais, j'étais pas très bien. Je lisais un peu les dernières nouvelles.
J'ai essayé de tenir la position, essayer de voir un peu ce qui se passait. Mais il s'est passé quand même pas mal de choses, puisque la dernière fois où on s'est parlé, je crois qu'on était au sud de l'Australie. Et on en était à discuter point Nemo, pas point Nemo. Est-ce que quelqu'un va le faire? Donc la question, c'est est-ce que quelqu'un l'a fait? Et je crois que c'est Kinwana qui s'y est collé. Ouais, Est-ce que quelqu'un peut nous en parler un peu? c'est Jeff, donc, un membre du club nautique de la Marine aussi à Brest. Ouais, il s'est lancé dans le point Nemo. Je n'ai pas regardé son classement. Il a fait un peu de chemin en trop au virement de bouée. Comme je disais, d'habitude, il a plutôt l'habitude de toucher les bouées quand on passe une bouée. Donc, mais là, il a fait un peu trop de chemin. Et je ne sais pas, la question, est-ce qu'on pouvait rentrer dans le cercle sans passer la bouée ou ça suffisait pour la valider? Le cercle validé, ouais. C'était juste pour ça. Donc, c'est ça. C'est comme Donc, pour une arrivée, en fait. en restant au sud du cercle, c'était bon, quoi. Du coup, il y avait du chemin à gratter. Et puis, il est sorti, je crois, 9 centièmes du point Nemo. Et après, il a bien galéré. Il était bien remonté, 400 places, 450 places. Et je ne sais pas où il en est là. Je l'ai eu en ligne et il m'a dit que c'était très dur pour recoller. Là. Donc, je pense que notre joker est un peu cramé là, sur cette affaire. Donc il est 14e au classement de la Ligue, enfin de la FCD. Ouais, ouais. Et au classement général, il est 21 000. 21 Ouais, et 500. point Nemo, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Et point Nemo, alors ça, je ne sais pas comment on fait pour le retrouver. C'est en bas, la Croix-Rouge, là, il faut. Mais après, il faut lister tout. On ne peut pas faire de recherche par nom. Ouais, donc, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu galère. De la team, c'est le seul, je crois, qui a tenté l'aventure du point Nemo. Hein. Je n'ai pas vu d'autres, non. Ouais, je crois qu'il n'y a que lui. Donc, on lui souhaite de recoller là. Là, il est dans une. Il est encore. Il y a une dépression là. Il bénéficie encore de vent assez fort. Il peut peut-être faire quelque chose. Vu que la tête de la course, on arrive dans une zone un peu plus calme. Il peut peut-être recoller un peu. Je ne sais pas. Je pense qu'ils vont recoller, ouais. Parce qu'on voit l'ancien leader russe, là, 3V3DA, qui est allé chercher aussi le point Nemo. Il est déjà 11 millième. Il a déjà rattrapé, il est que quelques heures finalement derrière le gros de la troupe, quoi, hein. Il s'est bien recalé. Vu qu'on est tous arrêtés en même temps, c'est pas très compliqué de pouvoir. À partir du moment où ils avançaient, ils nous rattrapaient, quoi. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut nous parler un peu de. Est-ce que vous pouvez parler un peu de votre. Une fois qu'on a passé le point Nemo, de ce passage du Cap Horn, comment ça s'est passé pour vous tous? Est-ce que ça a été pour ceux qui l'ont passé? Noémie, tu n'y es pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Il y a eu, pour ma part, il y a eu une grosse période de doute. Je vais en haut, je vais en bas, je reste au milieu. Donc, c'était. Je pense que je ne devais pas être le seul à me poser la question de savoir si on montait, si on descendait. Le bénéfice n'était pas exceptionnel arrivé au Cap Horn. Donc, pour ma part, j'ai préféré rester en bas pour pouvoir tirer plus à l'est, parce qu'il va falloir encore gagner de l'est si on veut remonter à Belém sans trop galérer. Ouais, moi, j'ai fait pareil. En fait, je suis resté vraiment très sud sur le Cap Horn. Là, je me suis dit que c'était une option d'aller chercher de l'est aussi, de passer derrière un bout un bout d'anticyclone qui traînait là. Et puis en fait, ça s'est pas goupillé comme c'était prévu. La météo, là, ça a changé pas mal. Et du coup, ceux qui ont pris le Cap Horn direct et qui ont traversé les Malouines, alors traversé ou passé juste en dessus, juste en dessous, mais qui ont fait une route plus directe, c'est vraiment ceux qui forment la flotte de tête là en ce moment. Bon, ça va se recomprimer. C'est vraiment la caractéristique de ce Vendée Globe. Là, je trouve, il y a beaucoup de compression en fait. L'avant de la flotte là, tombe sur des zones de peu de vent et se fait rattraper par tout le monde. Quand on voit la belle descente de l'Atlantique qu'on avait fait avec une belle option très très ouest et puis arriver à Bonne-Espérance dans l'océan Indien, voir toute la flotte nous rattraper et se recompacter comme ça, là, c'est vraiment. Et là, c'est en train de le faire également là, sur la remontée, là, avec la molle qu'il y a devant, là, le petit triangle de peu de vent là, qui sort du Brésil. Là, c'est pareil, ça va calmer la flotte et puis ça va recomprimer tout le monde. Donc voilà, moi, il y a des gens qui étaient vraiment 200 ou 300 000 derrière moi quand j'étais dans l'océan Indien, là, qui sont à côté de moi maintenant. C'est vraiment impressionnant, les revirements. Et c'est un peu pareil en réel d'ailleurs. D'accord.
Ouais, ça n'a pas fait ce qu'on pouvait escompter dans l'option Est. On a été obligé après de remonter assez tôt au nord, et alors que si on avait pu, si les conditions météo nous avaient permis de continuer plus à l'Est. Mais voilà, c'est tous les 4 ans, c'est différent. Ouais, et puis du coup, on a fait un peu trop de chemin dans l'Est, et Voilà. quand il a fallu revenir, on était 6 heures derrière le peloton en tête. Ouais, Donc, mais c'était risqué quand même. Mais bon, ça a matché pour eux, c'est bien. Et toi, Nico? Moi, je suis parti sur le sud très très tôt, avant le Cap Horn, où dès qu'on en approchait, j'ai senti cette option sud, mais malheureusement, je suis parti un peu trop tôt, je me suis un peu grillé. Je suis resté sud un petit peu, je suis remonté un petit peu, finalement, je me suis retrouvé juste derrière donc, le groupe de Ronan et puis d'Eric, à quelques dizaines de milles. Maintenant, c'est vrai que c'est super frustrant parce qu'on tente des options. Quand on est devant et qu'on se fait rattraper au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours parce que les fenêtres météo se referment devant nous, franchement, c'est lourd. Après, c'est rassurant puisque lorsqu'on prend le mauvais choix, on fait la mauvaise décision et puis on voit que finalement, on a une deuxième chance ou une troisième pour essayer, pour recoller au groupe. Donc, disons que c'est bien pour le suspense. Voilà. On n'est pas sur un groupe de 1000 ou 2000 échappés qui partent et qui ont toutes les fenêtres météo, ça se referme devant et puis ça continue. Là, voilà, le suspense reste intact. c'est vrai que ça, c'est terrible, hein, quand la tête chope le vent et part et s'échappe vraiment complètement. Là, on se dit que c'est sans espoir après. Là, ça recolle. Là, c'est vrai que bon, faut pas trop regarder le classement, hein. On parle souvent du classement, mais il faut pas trop le regarder parce que je voyais un bateau qui est pas très très loin, qui est à 1500 places de mieux que moi au classement. Donc, faut s'imaginer qu'il y a quand même 1 million de personnes sur l'eau. Alors, c'est très étiré, c'est sûr, mais là, je serais assez curieux de voir un peu la zone de tête, là, combien il y a de personnes dedans. Mais c'est hallucinant. Donc, le classement, Je faut pas pense trop que c'est regarder. très très dense. Ouais, et puis il faut savoir perdre des places pour en gagner après, quoi. C'est toujours Les premiers à l'heure actuelle sont proches du Brésil, la fin de l'Argentine, et eux, on ne les reverra plus, ils vont rester derrière. Ah oui, bah ça c'est comme ceux qui descendaient le long de l'Afrique Ouais. pour la descente de l'Atlantique, là, c'est pareil. Ouais. C'est pas la bonne option, et c'est en ça que le classement est artificiel, en fait. Il est uniquement basé sur la distance restante, mais pas du tout sur les conditions météo. On va avoir encore des molles, hein. Il va y avoir avant d'arriver à l'équateur, là, il y en a au moins 2 autres. Donc, et après, il faudra négocier le poteau noir qui, si c'est comme dans la descente, espérons qu'on n'y laisse pas des plumes. Et Noémie, toi, tu fais comment? Est-ce que tu utilises un logiciel de routage ou tu fais ça au feeling? Je fais ça au feeling en regardant l'épaisseur des traits, l'orientation des traits. Au début, j'avais pas compris les histoires de waypoint, j'avais pas bien compris pour le routage, donc j'essayais de viser en verrouillant le cadenas ou pas pour verrouiller l'angle, histoire de voir où est-ce que j'allais arriver, donc à regarder régulièrement. En écoutant, je sais plus laquelle d'émission, je crois que c'est celle de la troisième, j'ai un peu mieux compris les histoires de routage et de waypoint qu'on pouvait placer, donc j'en ai placé quelques-uns. Pour les virements, c'est pas mal quand même, ça évite de se réveiller. Et puis ça évite de finir dans la zone, dans la Z2A, qu'on n'a pas le temps d'y regarder. Donc sinon, oui, c'est très feeling, et j'ai essayé de regarder, enfin, je voulais essayer de regarder sur les routeurs, mais je me suis dit que je ferais ça à une autre course. Voilà. Et je crois que Kinuana, lui, il n'utilise pas de logiciel, hein. Il fait ça. Non, il se refuse il ne fait qu'avec les petites options du jeu. Et il se débrouille bien, hein. Ah oui, ce qui rend sa performance plus Ouais. impressionnante, hein, parce qu'en ayant passé le point Nemo et en occupant la place qu'il occupe maintenant, c'est chapeau. Donc moi, le Cap Horn, je ne l'ai pas vu passer. J'étais trop malade. Donc je me levais de temps en temps pour essayer de faire en sorte que mon bateau continue à avancer à peu près dans le même sens que les autres, mais je ne me rappelle pas de tout. Donc mon premier Cap Horn, j'en garde pas un grand souvenir. Et ma stratégie, c'est la même que depuis le début, c'est-à-dire je suis collé au premier, j'essaye de défendre ma 10e place de la team bec et ongle. Alors là, en ce moment, je ne sais plus contre qui je me bats, ça change tous les jours. Comme le disait Eric, oui, le classement, on peut pas s'y fier parce que si on est plus à l'est ou plus à l'ouest, ça change énormément. Mais pour la 10e place, donc j'ai Schnaff 1 au-dessus,
J'ai Eric à la 8e place aussi. Il n'est pas très très loin. Il est à une dizaine de milles. J'ai Holler, Twixor. Voilà. Holler, il est du club nautique aussi. C'est un gars qui navigue avec Périg en compétition. Voilà. Je pense que j'aurais fait toute la course en 10e place. J'espère que ça me va très bien si j'arrive. C'est son tacticien à Périg. Ah d'accord, ok. D'accord. Mais il va y avoir encore du suspense, je pense, jusqu'à l'arrivée, puisque c'est encore long. Ben, on va rester groupir. Oui, on va rester. Ah non. Mais ça, c'est. On est gros. Il faut faire quelque chose. Moi, j'en ai marre d'être la proximité. Moi, les gestes barrières, il me faut de l'espace, quoi. C'est pour ça que j'essaie de barrer, quoi. Il faut tenter. On est groupé, mais un peu moins que ce qu'on l'était avant. Ça s'est quand même un peu. Ça s'est un peu élargi. Quand je vois la position de Nico et quand je vois la position de Twixor dans les 10 premiers, la 10-12 premiers, c'est quand même. On est sur presque 100 000 nautiques, donc voire plus. Hein, donc, disons que c'est qu'on est enfin sur des systèmes météo qui nous permettent d'avoir des choix. Même si c'est super changeant, c'est super instable et qu'il y a quand même une grosse stratégie qui est suivie par la majorité des mecs, on n'est pas sur le one-way comme on a pu faire sur des milliers de milles. Et ce qui était usant parce que c'était vraiment le petit angle qui faisait que tu fais ton virement ou ton aile de mouette à 10 minutes d'intervalle, tu vas choper, enfin tu vois, le petit angle, le petit changement. Ça, c'était vraiment de la course d'informaticien presque. Hein. Là, on retrouve quelque chose avec un peu plus de feeling. Tiens, le système météo, je le vois plus monter, je sens qu'il va s'écraser ou quelque chose. Voilà, on ressent plus un petit peu cette fibre, si on peut dire, de l'Atlantique Sud, malgré les écrans, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça, je trouve beaucoup plus ludique au final d'avoir cette incertitude. Oui. Puis ça change. Je sais qu'on parle souvent de ces fameuses mises à jour dans la journée sur Zezo, enfin, et dans le jeu aussi, dans Virtual Regatta. Mais j'ai l'impression que dans le courant de la journée, parfois, je suis terriblement surpris. Je vois que les choses bougent. Il faut être constamment dessus, quoi. Il faut être vigilant. Et c'est là que ça devient dur parce que ça fait quand même presque 2 mois de course, enfin 1 mois et demi. Et il faut rester concentré, il faut rester tout le temps, être toujours à l'affût de ce qui se passe. Quand on voit quelqu'un qui en panne, de suite on se pose 1000 questions. Pourquoi pas moi? Pourquoi mon logiciel il l'a pas proposé? Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est vraiment, mais comme je le dis à chaque fois, c'est passionnant, quoi. Et là c'est encore ce que tu disais, Nico, le fait que ça soit un peu plus large et que ça ouvre des stratégies un peu différentes. Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir faire un choix. On ne peut pas suivre comme ça. Si on veut réussir quelque chose, il va falloir prendre une décision. De toute façon, c'est ce qu'on dit en régate. Hein, celui qui suit le premier, il finit deuxième. Hein, il n'y a pas de miracle. Hein. On ne peut pas dépasser quelqu'un en suivant le même chemin. Hein. On est à armes égales. Alors, à propos du premier, il s'appelle Hakuna Matata. Et là, pour l'instant, il fait cap direct vers l'Argentine. Là, s'il continue tout droit, il va rentrer. C'est un peu classement, ça, du coup. Oui, lui, il a une trajectoire complètement bizarre. Mais il est premier. Tu disais, Vincent, les changements, là, il faut faire attention aussi quand même que le routeur, la Zezo, là, c'est vraiment un outil complètement informatique. Il est très bête. Hein, et la météo peut ne pas changer tant que ça. Et le routeur peut t'envoyer complètement ailleurs parce que les routes peuvent être relativement équivalentes. Et à un pouillème près, il va te faire changer de côté, quoi. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire justement quand on a choisi une voie ou une option, sauf à ce que ça change complètement la météo devant. Il ne faut pas changer d'idée, quoi. C'est un peu comme de changer de caisse au supermarché. Ça se finit toujours mal. Mais moi, je compte sur la chance du débutant. Comme je ne suis pas très rigoureux dans mes changements de cap, etc., je me dis peut-être que Zezo, il m'a calculé une route où je suis le seul à la voir. Et en fin de compte, c'était la route optimale. Donc peut-être une erreur peut... c'est déjà arrivé. Enfin, moi, ça m'est arrivé de me lourder un peu. Et en fin de compte, le changement météo fait que l'erreur, elle se transforme en chance et on peut recoller un petit peu. Bon, c'est pas tout le temps. Mais... c'est pour ça la route et les caps que te donne Zezo, c'est c'est peut-être celui qui a le 10e de mille gagnant par rapport à d'autres routes possibles. Et en fait, il faut regarder aussi sur Zezo, il ne faut pas regarder que le cap qui est proposé, le suite bêtement, il faut regarder les isochrones.
Les isochrones, c'est toutes les petites lignes bleues qui avancent en arc de cercle comme ça. Oui. Et en fait, plus elles sont gonflées, et plus c'est le chemin qui te donne. Enfin, plus elles sont en fonction du temps, hein, isochrones, donc elles sont séparées d'une heure de route. Et en fait, plus elles s'étendent, et plus c'est le chemin qui va le plus vite, quoi. Alors, il faut prendre le chemin qui va le plus vite dans la meilleure direction possible. C'est normalement ce que fait Zizo, mais on voit que des fois, la bulle, elle est un peu gonflée, qu'il peut y avoir une autre option, qu'il y a des choses. Et tout à l'heure, vous disiez aussi, on est nombreux. Si on pouvait voir tous les participants, on serait surpris. Moi, j'ai le pack VIP et on peut cliquer sur le radar et voir tous les bateaux qui sont à proximité. Ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on on voit plus l'océan. Hein. Il y a des bateaux de partout. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je ferai une vidéo. Quasiment bord à bord, en fait. Ah, Noémie, moi, je t'ai pas entendu. C'est vraiment des études vraiment bord à bord, enfin, avec les règles de priorité, etc. Ça serait injouable, en fait. Oui, bien sûr, oui. Mais sur la masse, le nombre de bateaux qui participent. D'ailleurs, j'ai pas vu passer. Alors, est-ce que j'étais fiévreux à ce moment-là? J'ai pas vu l'info pour le millionième participant. Il n'y a pas eu de communication là-dessus encore. Hein. Non, je crois pas. Peut-être que. Il y a eu le million. Il y a eu une petite news là sur le million atteint, mais il n'a pas été désigné nommément. D'accord. Ah, l'information a été donnée, comme quoi on avait atteint le million. D'accord, je ne l'ai pas vu passer. Oui, je pense que Virtual Regatta était quand même assez content d'avoir réuni autant de monde pour le signaler. Ouais. On est combien actuellement? Parce que je ne retrouve plus l'info. Elle n'y est plus sur la petite page de non, ça n'y est plus maintenant. En fait, il faut aller regarder dans les classements des gens. En fait, il faut prendre quelqu'un et regarder son classement sur une course. Là, 1 032 357 pour le Vendée Globe. Oh la vache. Un truc de faux. Oui. Ce qui rend notre performance, parce qu'au niveau collectif, on est aussi toujours dans le top 100. Alors, on fait que de temps en temps, on bascule top 150, mais on est toujours dans les 100 meilleures teams du Vendée Globe, ce qui est vraiment un très, très bon résultat. Si Périg était là, il serait ravi aussi, parce qu'il le dit à chaque fois. Mais là, aujourd'hui, on était 95. Je regarde ça. 92e. Donc, je pense qu'on devrait remonter un tout petit peu, là, parce qu'on est en train de regagner des places, tous, là. Je pense que tous ceux on gagne des places sur ceux qui sont plus au nord que nous, là. Oui, c'est ça. On est relativement groupés, là, le groupe. Donc, je pense qu'au niveau classement par équipe, on devrait reprendre quelques places, ouais. J'ai lu un article dans lequel un spécialiste disait que si on était dans les 50 000 premiers, on avait encore une chance pour gagner. Donc, on a tous une chance. On a nos spécialistes, là, les 5-6 premiers, voire plus. Moi, je ne me compte pas dedans. Hein. 10, je signe. Je signe pour ma 10e place. Mais vous qui êtes en tête, là, il y a vraiment quelque chose à faire. On sent que... On a les spécialistes qui ne sont pas très loin. On a Petit Papa Chéri qui est toujours pas très loin de toi, Nico. Je crois qu'il est juste devant. Je ne le connais pas, donc écoute, il a pris l'option Nord, mais il a pris l'option Nord. Et il a eu par rapport à moi, enfin, petit groupe, là, il a eu jusqu'à 12 heures d'avance sur nous. Hein. Donc, mais là, ça réduit. Moi, je suis à côté de... Ils sont plus au nord, mais ils ont moins de vent. Moi, j'ai recollé à Alberto Bona, qui m'avait un peu distancé. Et j'ai Loïc Perron qui n'est pas très loin, mais il a choisi une option plus à l'est, là. Donc, on va voir ce que ça donne. Et Yann Le Blévec qui a fait une belle remontée, là. Il nous avait passé sur l'arrière, là, et on se retrouve devant. Ouais. Ah oui, j'étais jaloux de son option, là. J'aurais bien aimé la faire, celle-là. Ouais, la diagonale du flou qu'il a fait, là, c'était impressionnant. Ah, elle était très, très belle. Parce qu'en fait, pour aborder cette dépression, là, qui nous faisait un peu tourner en bourrique, là, qu'on a cherché à contourner directement tout de suite. Par son nord-ouest, hein, et en fait, lui, il est passé au sud, il a fait son aile de moite en dessous. Et c'était plutôt bien joué, ouais. Tactiquement. Parce qu'il était en retard sur nous, et là, il se retrouve 1 heure devant, là, je crois. Ouais.
Bah, il n'est pas allé jouer dans les petits vents du centre de la dépression. Là, il est resté. En fait, c'est parce que je pense qu'on a fait tellement de portants dans les mers du Sud là qu'on n'a plus envie d'aller au près. On se dit qu'on n'avance pas au près alors que Si, ça c'est marche fou, bien. quoi. D'accord. Donc, je regarde en même temps le classement. Donc, Cédric, 17. On a Théophile qui aborde qui est en plein milieu de la dépression. Sun Yat-sen, qui est aussi de Brest, je crois, hein, il me semble. Et je voulais voir aussi le dernier, parce que je sais qu'il y a une lutte pour la dernière place. On en avait parlé la dernière fois. Et pour la dernière place, c'est Dominique. Alors, C'est Dominique, ouais, c'est encore lui. Ah oui, d'accord. mais je crois qu'il a perdu sa dernière place. Ah non, il l'a reprise. Ah. Il a repris. Attendez, je ne suis pas sûr. Je vérifie. Il avait perdu hier. Si, il a repris sa dernière place. Il a repris sa dernière place. Donc, et toi, Noémie, tu es pour l'instant, là, je crois, la première féminine. La question, c'est est-ce que je suis la seule? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a un autre bateau. Il me semble que je ne sais pas si c'est pas le bateau League West qui est piloté, enfin c'est une femme qui est à la barre. Mais en tout cas connue, tu es la première. Est-ce que quand tu t'es lancée, Noémie, d'abord, je suis curieux de savoir comment tu t'es venu l'idée de te jeter dans l'aventure comme ça. Est-ce que tu en as entendu parler de Virtual Regatta ou tu le suivais déjà un peu depuis quelques temps et ça a été l'occasion? Le Virtual Regatta, c'est venu par la sélection voile gendarmerie en fait de Joran qui a lancé l'idée et que j'avais déjà vu les applis, tout ça. En fait, pour expliquer, je faisais du J80 au lycée et j'ai essayé de continuer après. J'ai pu en faire en cours, donc c'est vraiment chouette. C'est comme ça que j'ai découvert la mer, et la voile clairement. Et du coup, là, c'est un moyen de continuer à en refaire et c'était l'occasion après, vu que l'équipe sur la sélection gendarmerie, ça avait été relancé. Plus dans ce sens-là. D'accord, c'est Joran le moteur alors. Ouais. Je pense qu'il en a ramené pas mal quand même chez nous pour qu'on y aille en fait. Oui, Joran et Péric, c'est les deux piliers de la team. Et j'ai vu que la team aussi participe à d'autres compétitions sur Virtual Regatta. Est-ce que vous aussi, vous êtes inscrit sur d'autres courses ou vous êtes concentré exclusivement sur le Vendée Globe? Moi, je me suis mis sur la Tara jusqu'aux Canaries. Je suis coincée en plein milieu. Enfin, j'avance pas là, vraiment pas. Il n'y a pas de vent. Comme tout le monde, je crois. Ouais, c'est vraiment. On a reçu un message qui dit que en fait, ils repoussent la date d'arrivée parce qu'ils se rendent compte qu'on n'y sera jamais en temps et en heure. Ouais. Pour essayer de voir sur d'autres bateaux ce que ça fait. Après, faire la comparaison, c'est assez intéressant, je trouve. On se rend compte que ça avance pas du tout pareil et que les vitesses affichées sur les IMOCA, elles sont super impressionnantes en fait. C'est clair que quand on est sur le Vendée Globe et qu'on passe sur la course là, comment elle s'appelle, la Tara Océan, c'est pas du tout le même rythme. Hein. Tranquille. Après, le cran au-dessus, c'est les ultimes pour ceux qui ont fait la Brest Atlantique par exemple ou des choses comme ça là, ou ceux qui veulent faire le Jules Verne là, qui part en mode record qu'on peut commencer dès maintenant. Là. Là, on est sur 70 jours pour le Vendée Globe et c'est 40 jours pour le Jules Verne pour faire le même trajet. Donc ça va presque 2 fois plus vite. Mais je crois que les VMAX sont à 34 ou 35 nœuds. Ouais. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont participer au trophée Jules Verne virtuel? Peut-être, à voir. Bon, c'est encore 40 jours, quoi. C'est long. Moi, je suis pas un grand fanat des très très longues courses. Là. Je trouve que c'est difficile à tenir. Moi, j'aime bien les petites. J'ai fait, tu disais, participer à d'autres courses. Là, je viens de terminer la Sydney Hobart. C'est une course de 3 jours en fait entre Sydney en Australie et Hobart en Tasmanie. Et c'est vraiment intense en fait. Bon, j'ai eu une nuit par exemple où j'ai mis mon réveil toutes les 2 heures pour ajuster mon cap parce que je suis sans option et je souhaitais pas payer le truc. Donc avec 2 waypoints ou 2 programmations, faut se lever régulièrement pour les remettre à jour, pour faire des belles courbes et arriver à faire. Voilà. Donc j'étais assez content de moi. J'ai fait moins de 800, 797e. Donc, sur bravo, ouais. C'est bien. Ouais. Ah, c'est toi que j'ai eu ce matin sur le Twitch?
Non. Non, non, parce qu'il y a quelqu'un qui me parlait de son classement aussi sur la Rolex Sydney Hobart. Et je pensais que c'était toi. D'accord. Et pour le trophée Jules Verne, on peut partir quand on veut, c'est ça? Voilà, tu pars quand tu veux. Alors du coup, il y a tu peux aussi utiliser des routeurs pour faire un peu de prévision pour savoir quelle est la meilleure fenêtre pour partir. Je ne sais pas s'il est relancé en officiel, enfin en réel aussi en même temps, parce que ça peut être intéressant de partir en même temps que les vrais. Là, ils ont quand même des bons routeurs et des bons météorologistes pour caler des départs et faire des choses. Mais voilà, donc faut caler son départ et puis essayer de faire le meilleur trajet après. Et la course sera clôturée le 15 avril. Donc, ça laisse un mois et demi, 2 mois là pour partir. Et alors, l'erreur à ne pas faire, c'est de partir moins de 40 jours avant la fermeture de la ligne. Hein. Parce que là, on est disqualifié, en fait, on ne termine pas et on perd énormément de points de classement. Ah, Enfin, d'accord. les points de classement en général virtual selling, en fait. D'accord. Il faut partir 39 jours avant la fermeture et comme ça, tu es obligé d'arriver en 39 jours. Voilà, ils battent le record, ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut le faire 2 fois? On peut Oui, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Ouais. Ouais. Par contre, il faut être arrêté. Il y a même, je crois qu'on peut payer même pour repartir, en fait. Donc, pour abandonner en cours et repartir. Et il me semble que ça coûte des crédits. D'accord. Donc en ce moment, oui, il propose, donc il y a le Vendée Globe, le trophée Jules Verne, la Tara, il y a quoi d'autre? Mindelo Punta del Este, Ouais, c'est la deuxième manche de la Tara, en fait. la deuxième manche, et la Rolex Sydney Hobart, qui est toujours en cours aussi. D'accord. Mais bon, pour nous, on se concentre. Moi, je m'étais inscrit sur la Tara, mais je l'ai regretté parce que je me rends compte que se concentrer sur le Vendée Globe, ça prend déjà tout le temps, quoi, hein, on ne peut pas faire de choses. Si on veut bien faire, il faut être concentré et utiliser tout son temps pour ça, quoi. Mais c'est long quand même, hein, 70 jours, je crois, au total de course. Et il faut tenir. Et quand je pense aux vrais skippers, c'est exceptionnel ce qu'ils font. Ouais. Mais ils n'ont que ça à faire. Ils n'ont pas de tâches ménagères, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de tout ça. Et ils font ça à temps plein, c'est cool. Ouais. C'est leur passion en plus. C'est une vie de feignant. Ils passent leur temps à lire, à attendre. Des fois, ils font des petits ajustements et puis ils recommencent, quoi. C'est tout. Ouais. Apparemment, ils ont quand même. Non, faut pas. C'est plus de confort. Hein. C'est loin d'être des fainéants, mais ils ont des petits moments. J'avais lu un article là sur ce qu'ils appellent le matossage. Et je ne connaissais pas le terme en fait. Donc, matosser, c'est changer toutes les voiles de côté, changer tout ça pour faire une manœuvre. Et apparemment, ça leur prend une énergie folle en fait, parce que tout est rangé super serré dans tous les coins, il n'y a pas de place et compagnie. Et donc, quand il faut. C'est comme s'ils faisaient un déménagement d'un appartement toutes les semaines ou tous les 15 jours. Quoi. À chaque fois qu'ils changent de mur, ils matos, ils rééquilibrent le bateau. Donc, ils transfèrent toutes les voiles d'un côté. Il y avait même des bateaux qui le poste de pilotage basculait de bâbord à tribord en fonction de. Je sais pas, j'ai pas visité les derniers IMOCA, mais je sais que sur les anciens, le poste de pilotage, il passait de bâbord à tribord pour remettre du poids de l'autre côté. Il était pivotant. Ouais. Ils n'ont pas d'équipier pour faire le rappel, hein, c'est ça le problème. Ouais, ils ne sont pas équipés comme dans la Volvo Ocean Race où on les voit matosser et se planquer derrière des sacs de voile pour éviter les embruns là, sur ces bateaux de folie. Là, donc, et tout ça, parfois, avec une mer déchaînée, ça doit être encore pire. Ouais, c'est là qu'on voit quand même les IMOCA sont quand même bien conçus par rapport au VOR 65 ou 70 où ils se prennent tout dans la figure. C'est complètement fou. Ceux qui se cassent en deux quand même. Hein. Ah ouais. C'est la folie. Ouais. Là, sur la Volvo, là, c'est chapeau ceux qui l'ont fait. Et je ne sais pas si vous avez regardé l'arrivée de la Volvo à La Haye, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était exceptionnel de voir Caudrelier passer sous le nez de tous les autres pour avoir fait l'intérieur des banks le long de la Hollande. Là, c'était un coup de poker phénoménal et il gagne la course là-dessus, sur la dernière étape. La vidéo est disponible. Si vous avez 1 heure à perdre, allez la voir parce que c'est exceptionnel.
Ah, tu nous mettras le petit lien sur le Discord. Ouais, je le mettrai. Ouais. C'est vraiment. Ils ont pratiquement pas gagné d'étape de toute la course et ils coiffent tout le monde sur la dernière régate. Quoi. Donc, c'est vraiment bluffant. Et les autres, ils peuvent avoir les boules. Et nous, là, les premiers sur notre course, là, ils sont prévus d'arriver quand à peu près? C'est début février, me semble-t-il. C'est Ils quand sont à l'arrivée? hauteur de Noémie, il me semble. Il me semble qu'ils sont à peu près au même niveau. Donc ils vont mettre un peu de temps, mais après, il faut savoir aussi, est-ce que les fenêtres météo qu'ils auront pour remonter de l'Atlantique, elles seront aussi favorables? Parce que nous, on y passe un temps de dingue. Peut-être que ça sera bien et puis on pourra gratter plusieurs jours. Hein. Ouais. Nous, Parce que là, notre ils sont- arrivée, On peut arriver avec une demi-journée de retard dans l'Atlantique et passer au travers du golfe de Gascogne, alors que d'autres seront partis au nord pour choper une dépression. Enfin, Ouais. là, ça peut jouer au dernier moment. Ouais, là, il faudra bien chauffer les options possibles. Parce que, comme tu disais, Eric, si on est derrière, si on fait la même route, on restera derrière. C'est clair. Dans la course, là, en vrai, c'est Charal qui est en train de remonter tous les groupes là, qui a galéré à descendre l'Atlantique et qui maintenant a rattrapé les derniers. Et il passe de groupe en groupe. C'est ce qu'il dit en fait. Il y a moyen de rattraper avec les systèmes météo Ouais. Lui, il a une machine de course par rapport à aussi. son foiler. Bon. Mais ceci dit, les écarts sont pas énormes entre les anciennes générations et les nouveaux. Je m'attendais à des écarts bien plus forts que ça. En même temps, avec la casse de Thompson, les abandons de certains des favoris qui avaient vraiment des super bateaux et les mecs qui étaient vraiment prêts pour aller chercher des super temps, ça aide pas non plus, quoi. C'est ce qu'on disait, les systèmes météo, le fait qu'il y ait de la houle, les foilers n'ont pas forcément été super avantagés. On voit même que les IMOCA ancienne génération équipés de foil sont moins performants que les IMOCA avec des dérives droites. C'est ça aussi qui, à l'heure actuelle, est assez dingue, quoi. Il y a pas mal de cases dans les nouveaux foilers, alors que les anciennes générations, comme Bestaven sur Maître Coq, en fait, au final, il est devant. La machine, elle croit qu'elle est plus rodée que les nouveaux, pour le coup. Ouais. C'est que les casses aussi sur les foils ou autre chose, malgré tout, ils ont beau faire des trucs super résistants, il y a tellement de merde maintenant qui traîne qu'à partir du moment où ils touchent, ils cassent, quoi. Donc on en a vu un, je sais plus lequel c'est, qui a fait une répa de fortune et qui a fait une strate carbone pour réparer son base de foil, etc. Enfin, c'est hallucinant de réussir à faire ça sur l'eau. Malgré tout, il faut bien se dire que qui dit bateau plus rapide, dit bateau plus fragile aussi, hein, parce que les impacts, quand on voit des vidéos qu'ils mettent, c'est Charal qui a mis une vidéo, il lançait plein de balles, ça tape, on se dit mais les gars, comment ils font pour passer des heures et des heures et des heures là-dedans, alors que ça fait un boucan d'enfer. Et le bruit, c'est Bestaven qui dit à chaque vague, je serre les fesses, quoi. Ouais. Je crois qu'il y a un bateau qui est équipé de micros où on peut entendre le bruit tel qu'on peut l'entendre quand on est à bord. C'est impressionnant. J'ai écouté un peu. Ça fait peur, quoi. Il n'y a aucun répit. C'est sans cesse. Je pense que les navigateurs, le moindre bruit légèrement différent de ce qu'il y avait jusque-là, ça doit les mettre dans un état incroyable, quoi. Je crois que c'est Thomas Ruyant qui en a. C'est lui, peut-être? Ouais, je crois, je vais vérifier. Sur le link out, ouais, c'est Thomas Ruyant, ouais, qui a des jeux de micro, etc. Et on peut l'écouter en H24 ou presque. Presque. C'est cool avec H24 avec eux. Ouais. Mis à part quand il est en com avec son équipe, je crois, mais sinon, on peut l'écouter, quoi. Ce qui est marrant. Mais ce qui est aussi une limite, à mon sens, ils sont plus vraiment en solitaire. Ils sont obligés de faire un peu les pitres en prenant des guirlandes de Noël, des bonnets. Enfin, c'est bien parce que ça fait de la com, mais il y a un ancien skipper qui disait on est loin à l'époque, il y a encore 15 ou 20 ans, où les mecs ils coupaient leur brosse à dents pour pouvoir gagner 6 grammes, quoi. Ouais. Là, ils se chargent de tout le matos. On perd un peu cet esprit vraiment rajoudant. Mais bon, il faut y aller avec son temps aussi. Hein. Oui, c'est ça aussi. Et pour nous, du côté virtuel, notre arrivée, elle est prévue quand à peu près? Il nous reste combien un mois de course? Oui, un bon mois, oui. Un bon mois. Donc on peut voir si notre arrivée se jouera au finish. Est-ce qu'il y aura un sprint final? Ça va être intéressant de voir un peu ce qui va se passer là jusqu'au sable.
Donc moi, j'ai On est jamais au connu. 20e jour, là, je ne sais plus. Là, je sais même plus. Je sais pas si c'est indiqué sur le. Ici, c'est indiqué quand on clique sur son bateau, là, dans le panneau sur le côté, je Ah crois que oui. c'est l'avant-dernier point. Là. Mhm. On a la distance parcourue et puis quand on sélectionne. Ah, zut. J'y arrive pas. 51 jours, 7 heures, 15 minutes pour moi. Enfin, et pour tout le monde d'ailleurs. 51 jours. Ouais. Ouais, donc encore. Et on a fait, enfin, moi j'ai fait 21 000 milles en fait. D'accord. Ouais, donc il reste encore un mois de course. Un peu moins d'un mois de course. Sachant que vous avez quasiment 10 jours d'avance sur les réels et l'autre paquet, en fait, notamment le paquet où je me trouve. Parce que vous êtes quand même sacrément en avance par rapport au réel. Et là, ça vient aussi du fait, je crois que nous, on ne craint pas la casse. Donc, quand on voit une tempête, on passe à travers. On ne cherche pas forcément, je crois qu'on en avait parlé dans une émission précédente, on ne cherche pas forcément à éviter les grosses rafales de vent parce qu'on ne risque rien, donc on passe à travers. Eux, je pense qu'ils sont plus prudents et ça doit jouer. Sûr, ils ne vont pas descendre dans des vents à 50 nœuds, où là, ils ne maîtrisent plus rien. Quoi. Ils font le dos rond, ils attendent que ça passe, que ça leur passe dessus. C'est vrai que nous, on n'a pas intérêt à aller chercher des vents trop forts non plus, parce qu'après, on n'avance plus. On tombe à 14 nœuds hein, si on va chercher des vents à 35-40 nœuds. Donc, il faut. Ouais, c'est récent sur ce Vendée Globe virtuel là, en fait, qui réajuste les polaires là, pour casser la vitesse avec les vents forts. Là. Ouais, c'est pas mal. Le Brest Atlantique, là, on accélérait, mais fallait vraiment aller chercher les 40 nœuds de vent et puis on accélérait toujours en fait. Il n'y avait pas de chute de la vitesse du bateau avec le vent fort. Quoi. Là, c'est un peu plus réaliste. Et par rapport au réel, ouais, moi j'étais. Je regarde avec un œil un peu d'informaticien là, comme ça. Là, ça doit être très très compliqué pour Virtual Regatta d'arriver à ajuster des virtuels qui marchent que avec le vent, qui n'ont aucune autre contrainte en fait. De les ajuster par rapport à la flotte, parce que l'idée c'est quand même de faire courir un peu tout le monde en même temps. Ouais. Mais ils y sont arrivés pas trop mal au début, je trouve, et puis après on les a complètement distancés là je pense que c'est à partir de Bonne-Espérance en fait, mais la flotte réelle on naviguait ensemble au début. Ouais. Oui, ils nous ont rattrapés, je crois, au début parce qu'ils étaient partis un peu en retard. Oui, ils avaient un peu de retard. Ils nous ont vite rattrapés et après, oui, effectivement, peu à peu, on les a distancés. Je pense que c'est ça, c'est la modélisation dans les vents très forts ne doit pas être si bien ajustée que ça dans le jeu par rapport au monde réel en fait. C'est peut-être pour ça que nous, on allait encore trop vite et dans la vraie vie, les bateaux, eux, sont obligés de plus freiner. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas réussi à bien le modéliser, ça, dans le jeu. Je sais pas. Ouais, c'est clairement très, très difficile. Ouais. À être collé, enfin aligné sur les comportements des bateaux, sur toute la plage de vent, de météo, toutes les options, c'est vrai que… Je pense que l'étape d'après qui sera faite pour essayer de coller au plus près, c'est d'influencer, de mettre en corrélation la force du vent avec la direction. Quand on se met au près dans 35 nœuds, forcément, on doit aller beaucoup moins vite que si on est au portant dans 35 nœuds, parce que ça va taper, c'est beaucoup plus douloureux, c'est usant pour le bateau, donc c'est des trajectoires que les vrais ils ont tendance à éviter. Il faudrait aussi qu'ils jouent un petit peu dessus, et je pense que ça va être l'évolution pour essayer d'influencer par rapport à l'état de la mer sur du virtuel à quelque chose qui joue uniquement sur de la 2D finalement. Ceci dit, le jeu il est quand même sacrément bien fait. Quand on pense qu'il y a 1 million de joueurs qui tournent là-dessus, chapeau. Ouais, modulo les petits bugs oui, mais ça. C'est quand même. Pour y avoir joué quand même une paire de fois, je me rappelle de la Tresco l'an dernier où j'étais vraiment très très content de moi. J'ai fini 162e. Et donc c'était une Tresco particulière qui était uniquement virtuelle et où on est allé jusqu'au Scilly et donc il fallait naviguer à l'intérieur des Scilly sur les îles et tout ça et sans
enfin, là, on ne pourrait pas le faire maintenant. Là. Avec le jeu tel qu'il est maintenant, on ne pourrait pas le faire. Ce serait infaisable. On peut pas, il fallait vraiment savoir à la minute où on était pour enrouler les îles comme il faut, pour passer dans les petits chenaux, pour faire tout ça. Là, maintenant, on ne pourrait plus le faire avec 36 waypoints, mais c'est tout. Voilà. Je suis curieux aussi de voir ce que va devenir Virtual Regatta après le Vendée Globe. Est-ce que l'engouement qu'a suscité le Vendée Globe va rester intact? Est-ce qu'il y aura beaucoup plus de joueurs sur les autres courses, ou si l'intérêt va redescendre et ça redeviendra un peu comme avant? Je suis vraiment curieux de voir si le million de curieux va rester. C'est aussi pour eux, je pense, un des challenges. Ils vont attirer du monde, c'est sûr. C'est indéniable. Ouais. Oui, attirer du monde, mais ça va quand même retomber. Il y avait déjà eu, en 2016, il y avait déjà eu une participation record pour l'époque de 1,5 million de personnes. Et ça retombe, enfin, le flanc retombe. Après, il y a des grandes courses qui sont lancées et puis qui relancent un peu le. Oui, une Jacques Vabre ou un truc. Une Jacques Vabre, voilà. Le Brest Atlantique avait pas mal marché de mémoire. Voilà, donc quand il y a une route du Rhum, quand il y a de la pub à la télé, en fait, quand les courses de voile passent dans les médias, et pas les médias spécialisés, dans les médias grand public, du coup, Virtual Regatta en bénéficie. En fait. Ils récupèrent du monde qui se disent, tiens, on pourrait faire la course. Voilà, plus le confinement, bien sûr, qui a eu son effet. Oui, clairement. Oui, donc on verra si on sera toujours aussi nombreux dans les prochaines courses. Moi, je n'ai pas de moyen de comparer par rapport aux éditions précédentes, parce que je ne suivais pas à l'époque, lors du dernier Vendée Globe. Mais dans la presse, quand même, il y a énormément d'articles sur l'édition virtuelle. Hein. On voit pas mal d'infos sur des. Il y en a même qui ont trouvé des sponsors, je crois, en participant à l'édition virtuelle. Et dans tous les quotidiens, hein, que ce soit régionaux ou nationaux, il y a tout le temps un petit article sur Virtual Regatta. Alors, c'est des articles sur les professionnels qui le font, qui participent, ceux qui sont connus, mais aussi des participants dans certaines régions ou qui sont mis en avant. C'est impressionnant l'engouement que ça suscite. Hein. Et ça ne retombe pas, hein, c'est constant. C'est la tendance générale de l'e-sport. On voit même, notre arbitre FFV, là, je ne me rappelle plus. Jean là, qui nous avait envoyé un petit article là où ça disait là, que ça se professionnalisait, quoi, que les joueurs, les meilleurs joueurs étaient embauchés dans des équipes pro pour défendre les couleurs de certaines entreprises ou des choses comme ça, quoi. Donc on en arrive à ce qui se passe en virtuel, on en arrive à ce qui se passe dans le sport en général, quoi, avec du sponsoring et puis de la professionnalisation. C'est pour ça qu'on fait briller notre équipe sur le Vendée Globe. Et on va attirer plein de sponsors comme ça. C'est Quentin Vlamic là, qui a fait un petit article, une petite interview. Il expliquait, donc lui, il prépare je crois que c'est la route du Rhum sur un maxi trimaran avec Arkemia, son sponsor. Pour lui, c'est une réelle importance d'arriver le premier décertifié. C'est ce qu'ils ont dit. En fait, il expliquait que ceux qui seraient grosso modo dans les top 3 décertifiés, dans les skippers qui sont connus, mais pas des grands noms comme des Perron ou autres, ça leur assure un sponsoring pour les 2 à 4 prochaines années, quoi, clairement. Donc finalement, c'est une manne qui est énorme et qui est pour eux toujours le plus compliqué, c'est trouver des sponsors, parce que la visibilité en voile, même si ça apporte des belles valeurs, c'est des investissements qui sont gros, avec des risques de casse. On a vu PRB, apparemment le bateau n'était même pas assuré. Donc c'est un peu, voilà quoi, ça peut avoir une grosse influence, et il disait que pour lui c'était super important, s'il arrivait à rentrer dans le top 3 et finir premier jusqu'en 2024, il était tranquille, quoi, jusqu'au prochain en fait. Hein. Je trouve ça impressionnant quand même, parce que ça veut dire que c'est une sélection sur uniquement de la compétence de routage météo, et c'est tout, quoi. C'est tout. Il n'y a pas de compétences pour faire le virtuel, il n'y a pas de compétences de navigation, il n'y a pas de compétences d'endurance, il n'y a pas de. Quoi que d'endurance un petit peu peut-être, mais voilà, donc c'est une sélection qui est un petit peu bizarre, quoi, pour attribuer un sponsoring par rapport à une filière un peu plus classique où les gens se faisaient remarquer sur des courses un peu moins prestigieuses, sur je sais pas moi, sur du Tour de France, sur des régates un peu plus locales ou des choses comme ça, hein, où ils arrivaient à se faire remarquer comme ça. Maintenant, se faire remarquer sur du virtuel pour être sponsorisé. Enfin, moi,
Bah, Je comprends pas. c'est peut-être parce que les autres champs qui sont utilisés d'habitude pour départager ceux qui ont des sponsors de ceux qui n'en auront pas, bah, ils sont un peu réduits, puisqu'il y a de moins en moins de compétitions liées au Covid. Les temps sont un peu compliqués. Et même si c'est virtuel, ça reste une compétition. C'est-à-dire que, en plus, c'est une compétition qui sort un peu de l'ordinaire, puisqu'on en parlait tout à l'heure, elle dure longtemps. Et comme toute compétition, participer, c'est super facile. Finir dans le top, dans le premier quart, c'est faisable si on est assidu, rigoureux et déterminé. Mais finir dans l'élite, ça nécessite des qualités qui dépassent un peu les compétences lambda. Donc, je pense que c'est un moyen comme un autre de départager. Je ne pense pas que ça soit le critère, mais c'est clair que finir top 3 dans une catégorie, ça ne peut pas laisser insensibles Tu cherches les certifiés investisseurs. aussi. Et les certifiés, c'est les vrais skippers. Ce que cherchent les sponsors, on le sait, c'est la visibilité. Exactement. Si le skipper, il peut dire, bah voilà, moi j'étais le premier de tous les certifiés, de tous les skippers pro qui ont fait Virtual Regatta. On verra en gros dans les SPI, hein, machin, Virtual Regatta, il me prend un petit billet aussi, et puis il sera en gros dessus. De toute façon, c'est comme de bonne guerre. Mais C'est bien pour eux. mais les parallèles avec les vraies compétitions, on les voit parce que les grosses équipes, je sais qu'en e-sport, par exemple, une des grosses écuries actuellement, c'est MCES. Et MCES, on les retrouve en première place au Vendée Globe, hein, au classement par équipe. Donc, ça reste une compétition. Ça reste, ceux qui participent doivent être dans les premiers. Parce que s'ils le loupent, eh ben, forcément, ça Ouais, aura oui, des oui, oui. répercussions. Je suis d'accord sur l'aspect compétition, mais je suis pas d'accord sur l'aspect sélection pour la voile. On parle d'e-sport, c'est comme si on faisait la sélection de l'équipe de France pour 2021 sur FIFA, quoi. Ah, Ouais, peut-être, hein, peut-être. rien à voir. Ah, voilà, non, mais Non. enfin, pour moi, c'est pas les mêmes compétences. C'est une toute petite partie des compétences pour faire de la course au large qui est mise en œuvre dans Virtual Regatta. Oui, oui, bien sûr. Ça, je conçois aussi. On est bien d'accord là-dessus, hein, mais c'est Mais en la ce com, moment, hein. je pense Comme Clarisse, voilà, hein. je Si elle pense. arrive où elle est, c'est surtout parce que bah, elle a eu la chance d'avoir les bons sponsors au bon moment, d'avoir été suivie, d'être bankable. Et regarde, elle fait le Vendée, elle est 12e et elle s'en sort pas trop mal quand même. Ouais, ouais, c'est sûr. Et elle passe bien en com. Oui, Elle c'est a l'image. été Hein. recrutée pour ça. Elle, Hein. elle est bankable. Voilà. La Ah, banque. quel monde! Ouais, ce qu'il faut, c'est faire parler de soi, c'est l'image. Hein. C'est ce que tu disais, Nicolas. C'est exactement ça. Et pour un sponsor, rien que le fait de dire qu'il est intéressé par un skipper virtuel, bah, il fera déjà la une des journaux spécialisés. On en parlera et on le verra sur Twitter, sur Facebook et même dans l'émission de la FCD. Allez, Noémie, alors ton objectif pour ce Vendée Globe, c'est quoi? Finir déjà. Essayer de me batailler, et si je pouvais rester en dessous des 100 000, ça serait cool. Après, je me rends compte que ça bouge énormément, les classements. Cette semaine, à un moment, j'étais 75 000, après je suis passé à 95 000, je suis redescendu à 80. Enfin, ça bouge tout le temps. Je pense qu'on est tellement nombreux qu'en fait, c'est très compliqué de donner un objectif de classement. Après, c'est d'apprivoiser correctement le jeu, autant pour moi. Et puis de faire une trace qui est relativement propre pour revenir au sable, quoi. Et toi, Eric, ton objectif pour ce Vendée Globe? Ah, mon objectif, c'était déjà de ne pas perdre de place au classement. Donc, j'avais envoyé, là, il y a un petit fichier Excel là, pour calculer. Oui, merci beaucoup Là, d'ailleurs. donc, mon objectif, c'est déjà ça, de ne pas perdre de points. Et puis, mon autre objectif, c'est d'en gagner des points. Donc essayer de finir. Enfin, moi, j'aimerais finir. J'avais de l'espoir quand j'étais dans le sud, là. Et puis là, c'est retombé un petit peu. Mais bon, finir dans les 10 000, là, déjà, c'est bien, quoi. Lors des précédentes éditions, tu avais terminé? J'avais fait 15 000 en 2012 et 7 000 en 2016, je crois. D'accord. Très bien. Et toi, Ronan? Faire mieux que ça. On voit pas. Ah, D'accord. joli. Ah, parfait. Ouais, bah ce sera dur, hein, mais on va essayer. Et puis on va
c'est trouver le trou qui va bien pour se glisser entre la bouée d'arrivée, la ligne d'arrivée et le concurrent. Mais j'ai une bière en jeu avec Périg, donc on va batailler jusqu'au bout. Périg est bien placé quand même. Il nous a fait un petit truc, là, ouais. Il a a fait du chemin, je ne sais pas, il a dû faire pas mal de milles de plus que nous. Ouais. Malgré tous les petits soucis qu'il a eu, il a quand même trouvé le moyen de. Ouais, il a pas mis de feu sur bateau, donc. Ouais. Et toi, Nico? Il a des gros soucis de connexion aussi. Ça, ça doit être hyper frustrant. Ça doit être terrible. Savoir qu'on ne peut pas bouger alors qu'il faudrait bouger. Et toi, Nico, ton objectif, la gagne? Ouais, peut-être la gagne parmi nous. Non, bah, franchement, il y a un moment, j'ai espéré pouvoir aller chercher les 3000 ou 5000, effectivement, quand on était super bien placé. Vu qu'on s'est compressé, qu'on va être super nombreux, etc., à un moment, je pense qu'il faut tirer serré, raisonnable. Ça peut jouer vraiment à pas grand-chose. Donc, je pense que les 10 000, c'est déjà un objectif assez cohérent. Après, moi, je vais être ramené à avoir un petit souci, c'est qu'on va partir en mission, nous, l'escadron, on va partir en Guyane. On va décoller le 22 dans ces eaux-là pour aller en forêt. Donc, ça veut dire un bon nombre de temps où je ne vais pas forcément avoir de disponibilité entre l'aéroport, le vol, etc. Derrière là-bas, les conditions de connexion, je ne les connais pas non plus. Donc, il y a peut-être un moment où ça sera un peu compliqué. Ça va être une ligne droite avec mise à jour météo tous les 24 ou 36 heures. Donc, disons que pour la deuxième partie de l'Atlantique, ça ne va pas être le top, quoi. Mais bon, on va réussir à se débrouiller. Oh, faut que tu te trouves un co-skipper là pour. Ouais, mais j'aurais bien Joran, mais il va être tellement dégoûté que je sois devant qu'il va me torpiller mon bateau, donc je peux pas lui faire confiance. Pour le coach. Ouais, il faut demander à Périg. Faut prendre quelqu'un qui est pas trop intéressé. Ouais, Moi, j'ai c'est déjà ça. fait pour un collègue et c'est vrai que c'est difficile de router aussi bien le sien que le tien. Donc bon. Mais non, il faut prendre quelqu'un qui a un classement très différent. Oui. Ouais. Parce que pour le classement par équipe, ça joue aussi. Hein. Comme on est vraiment bien on est dans le top 100, là, il faut qu'on continue à gratter le maximum de places pour rester justement dans ce top 100. Et voir un top 50, ça serait pas mal. Ah, puis on a un petit défi interne gendarmerie, hein. Je pense que Noémie sera sur le podium, a priori. Mais entre Joran et moi devant, c'est un peu plus compliqué, quoi. Parce que bon, on a quand même des disponibilités qui sont assez particulières. Et il arrive à bien se débrouiller, lui, le bougrain. Et Joran, il est toujours dans les bons coups. Hein. C'est un malin, le fourbe. Ouais, il faut être un peu malin aussi. Hein. Ça fait partie du jeu. Très bien. Bon, ben, je vous remercie tous d'être. Ah, pardon, vas-y, Ronan. Non, c'est bon, ouais. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Ben, pareil, je vous remercie d'être passé au milieu de ces fêtes. C'est pas évident de trouver un petit moment. Merci infiniment de nous avoir accordé quelques minutes. Je vous souhaite bonne continuation. Je pense qu'après en début 2021, on organisera une petite vidéo à nouveau. On espère que Périg, le boss, le patron, sera là. Et je vous souhaite une bonne fin d'année à tous. Merci Noémie d'être passée ce soir aussi. Bon courage à toi. Merci de même. Eric, merci aussi. Nico. Avec grand plaisir. Et puis peut-être qu'après ce troisième reconfinement qu'on risque de se manger, on pourra faire une bouffe si on est tous vaccinés. Oh, On peut se voir sur l'eau. J'ai proposé une régate à Brest, moi. Ouais, ça serait bien une régate à Brest. Eh ben, on pourra faire les deux, une déroute du rhum. Et ça, c'est sympa. Voilà. Et moi, je m'occuperai des grillades et des photos. Voilà. C'est parfait. Rendez-vous est pris alors. Eh ben, bonne soirée à vous alors. Bonne soirée à tous. Bonne fête et à bientôt. Merci. Au revoir. À l'année prochaine. Ciao. À bientôt sur l'eau.